1, 2, 1, 2. Bonjour à tous. Voici la conférence de Jean-Pierre Chavassieux, président du Parc oriental du Molévrier. Et il va vous parler de comment protéger les jardins japonisants en France. Je lui laisse la parole. Merci à vous. Merci beaucoup de votre présence cet après-midi dans une salle ô combien riche d'histoire. Et je vais essayer que l'intervenant soit à peu près voilà, aussi intéressant que cette belle salle. Bien, avant de commencer à présenter un petit peu l'objet de cette intervention, juste me présenter très rapidement. Donc Jean-Pierre Chavassieux, j'ai un parcours professionnel. Je vais me définir tout d'abord comme un jardinier depuis le plus jeune âge. J'ai enseigné pendant une petite dizaine d'années comme professeur horticole en Haute-Savoie. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer et de m'occuper pendant plus de 20 ans comme directeur du Parc oriental de Molévrier, avec sa partie japonaise notamment, pour reconstituer ce magnifique parc qui est toujours en devenir. Il y a toujours beaucoup de choses à faire dans ce parc. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'intervenir auprès de nombreux sites touristiques pour les accompagner dans leur valorisation, dans leur gestion de sites touristiques et de jardins en particulier. Voilà, et aujourd'hui, j'ai la chance de présider l'association du Parc oriental, qui est l'association qui assure la gestion du parc, et puis d'être aussi le président d'une nouvelle association qui s'est créée en 2019, qui a pour titre l'Association pour la promotion et la création d'un réseau des jardins japonais en Europe, d'où mon intervention cet après-midi pour vous exprimer quels sont les challenges qui pourraient être relevés, et de quelle manière on entend, et je propose de les relever. Et donc, je vais intervenir, on va dire, une grosse demi-heure sur les différentes thématiques que je souhaite vous présenter, et puis d'avoir quelques échanges avec vous si vous le souhaitez. Bien. Donc, comme vous voyez sur le titre, protéger, organiser les jardins japonais en France et en Europe. Je dirais pourquoi protéger et pourquoi organiser, bien sûr, avec à la fois en développant plusieurs points. D'abord le constat ou les constats que j'ai pu faire et que nous avons pu faire avec plusieurs responsables et gestionnaires de sites et de jardins japonais en particulier. Le pourquoi du réseau, pourquoi constituer un réseau, quel est l'intérêt, quels sont ses objectifs, les thèmes qu'on peut développer, puis bien sûr le calendrier avec lequel nous allons avancer. Je voudrais dire que là aussi, le principe des réseaux, en tout cas l'intérêt des réseaux, j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir les vérifier. D'abord parce que j'ai fait partie des initiateurs de l'Association des parcs et jardins de la région Pays de la Loire. J'ai eu la chance de travailler à l'échelle européenne sur différents programmes européens concernant les jardins, notamment pour tout ce qui est le développement des projets éducatifs, pédagogiques dans les parcs et jardins, sur la signalétique des parcs et jardins et sur la valorisation touristique des parcs et jardins, à la fois avec des parcs de Royaume-Uni et aussi d'Allemagne notamment, mais aussi Belgique et Pays-Bas un peu. Donc c'est finalement ces expériences qui m'ont conduit au fur et à mesure de pouvoir présenter et de proposer l'organisation d'un réseau qui, j'espère demain, va permettre de mieux faire connaître les jardins japonais ou japonisants en France, puisque on ne va pas être plus puriste que les Japonais eux-mêmes. On sait que selon leur origine, c'est pas nécessairement des copier-coller de ce qui existe au Japon, et heureusement, et je reviendrai, et peut-être qu'on échangera sur ces sujets-là tout à l'heure. Bien. Alors, quels sont les constats que nous faisons, que vous faites sans doute, et que nous avons fait depuis plusieurs années, au regard de nos interventions dans ces jardins? Tout d'abord, il y a beaucoup de jardins japonais ou japonisants en France et en Europe. Pour vous donner un ordre d'idée sur les jardins ouverts au public en Europe, aujourd'hui nous en décomptons à peu près un peu plus d'une centaine.
C'est des jardins ouverts au public, ce pas des jardins que des propriétés publiques, ça peut être des propriétés privées, mais en tout cas ouverts au public. Jardins japonais totalement ou ayant des parties japonaises. Par exemple Albert Kahn, pour citer un que vous connaissez tous, qui n'est pas tout japonais, mais il y a une partie japonaise ou japonisante. Le parc oriental de Molévrier en fait partie, Courance, pour citer que les plus connus en France. Et puis il y a aussi, par exemple en Belgique, un jardin uniquement et complètement et totalement japonais, qui est le jardin d'Asselt en Belgique, qui lui est vraiment et uniquement japonais. Ce nombre de jardins japonais, ils ont différentes origines. Moi, j'en distingue deux, et de manière un peu arbitraire. Les puristes pourraient me le reprocher, mais je vais appeler certains d'historiques, c'est-à-dire qui correspondent à la période de japonisme, fin du 19e siècle, début du 20e, et d'autres que je vais appeler contemporains, même si les styles sont autres que contemporains, mais contemporains dans le sens de leur création. Ils ont été créés plutôt dans la deuxième partie du XXe siècle et surtout à partir des années 70, suite aux échanges économiques et les jumelages qu'il y a pu y avoir entre des différentes collectivités. Et de ces échanges sont nés quelques espaces japonisants ou jardins japonais. Je citais Asselt, il en fait partie. Donc, ces origines différentes définissent aussi des problématiques différentes. Pour en compléter mon propos, c'est de dire que selon qu'on se trouve dans le cadre d'un jardin historique fait entre la fin du 19e et le début du 20e, il n'a pas été pensé, imaginé de la même manière qu'un jardin contemporain, enfin réalisé dans la deuxième partie du 20e. Les problématiques sont donc différentes. On va les voir, je vais les détailler. Il y a aussi des styles différents qui sont, et au Japon, on sait qu'il y a beaucoup de styles de jardin japonais, mais on pourrait dire aussi que en Europe, on va trouver des interprétations de jardins japonais qui, selon la culture du pays dans lequel ils ont été faits, ou la perception de ce pays à l'époque où il a été fait, modifie leur organisation, avec parfois, ça peut être le cas dans certains lieux, des visions un peu colonialistes, ou en tout cas simplistes, caricaturales de ce que peut être le Japon et l'art du jardin japonais. Il y a aussi des problématiques qui sont différentes selon le type de gestion, que ce soit des propriétés publiques, collectivités ou autres, ou des propriétés privées. Et puis, il y a toute la problématique que certains jardins connaissent, qui est la problématique de la gestion des flux. Quand on dit la gestion des flux des visiteurs, les plans de gestion au sens large. Et toutes ces problématiques, elles sont vraiment de plus en plus prégnantes pour ceux qui, comme moi, aiment et apprécient les jardins, et les jardins japonais en particulier, parce qu'il faut respecter le lieu, respecter ce que j'appelle l'âme du jardin, son identité. Et pour ça, et la plupart des personnes qui visitent ou qui souhaitent aller découvrir les jardins japonais, ils y vont par passion, mais aussi le sentiment d'aller dans un lieu où ils vont parcourir ce lieu en toute sérénité, dans la plénitude de leurs moyens et de leur sens, et que ça, il faut essayer de le respecter, quel que soit le flux des visiteurs. Donc ça s'organise, ça se gère, et ça fait partie des réflexions et des problématiques que nous rencontrons. Pour résoudre ces problématiques, on doit travailler à plusieurs. C'est d'où l'idée de réseau. Quand je dis l'idée, c'est pas le terme qui convient, mais le principe et une méthode de travail qui est de travailler à plusieurs pour trouver des solutions, puisque la solution ou la vérité, on sait qu'elle n'est jamais détenue par une seule personne, que c'est grâce aux échanges, au partage, qu'on s'enrichit et qu'on grandit mutuellement, qu'on peut arriver à trouver des solutions qui soient les plus adaptées. Comme vous l'avez compris, nous avons progressivement et actuellement, nous sommes en train de réaliser, ça fait partie des objectifs du réseau des jardins japonais, si on veut les protéger, faire en sorte qu'ils demeurent, qu'ils restent, qu'ils se développent, qu'ils aient un devenir. Ils ont un passé, ils ont un présent, il faut qu'ils aient un avenir. Donc si on veut assurer la pérennité de ces jardins
eh bien, il faut les connaître encore davantage et les faire reconnaître encore davantage. Donc, ça passe forcément par un inventaire et une mise en relation entre tous les propriétaires et les gestionnaires concernés, les responsables des jardins japonais en Europe, pour que s'approprier complètement quelle est la lecture, quelle lecture on peut avoir des jardins japonais ou japonisants en Europe, quelles sont leurs origines, quelles sont leurs identités, quelles sont leurs histoires, quels sont leurs modes de gestion. Et ça, c'est un inventaire exhaustif qui doit toujours évoluer puisqu'il y a régulièrement des créations de jardins japonais dans le domaine public comme dans le domaine privé. Il faut à la fois développer et mettre en relation ces jardins japonais entre eux, bien sûr, mais aussi avec le Japon, entre les collectivités, entre les différentes instances japonaises, les professionnels du paysage, les universités, de manière à mieux appréhender ce qu'est l'art du jardin japonais, ce que sont les jardins japonais, et puis une volonté, en tout cas l'idée que je me fais d'un réseau des jardins japonais, c'est que les jardins japonais, pour moi, sont les premiers lieux de découverte ou d'approche de la culture japonaise pour le grand public. Je m'explique. La plupart, beaucoup des visiteurs de nos jardins viennent dans nos jardins parfois presque par hasard. C'est peut-être faux de le dire comme ça, mais presque par hasard. Et c'est au cours de la visite de nos jardins japonais qu'ils découvrent ou redécouvrent la culture japonaise. Et donc, pour moi, les jardins japonais doivent être, en Europe, doivent être vraiment des vitrines de l'art et de la culture japonaise, mais au sens large du terme. Quoi de mieux qu'un jardin japonais pour apprécier la cérémonie du thé. Il faut être, quand on va dans un lieu, il faut être en parfaite immersion. C'est jamais simple d'être dans un bâtiment moderne et de faire la cérémonie du thé. Il faut être dans l'ambiance, comme on dit. Et donc ça, c'est pour moi essentiel que les jardins japonais soient ces lieux où on se retrouve dans l'ambiance, on met en situation, dans un contexte qui permette de faire en sorte que le public, les visiteurs de nos jardins, et les passionnés, pas seulement du jardin, mais de la culture japonaise, se retrouvent complètement en phase avec ce qui va leur être présenté. Dans cette démarche-là, ça veut dire que nous allons développer plusieurs thématiques dans ce réseau des jardins japonais, je vais y revenir en détail, qui devrait permettre de créer ces liens et d'enrichir ce qu'on pourrait présenter demain au public dans nos jardins, même si déjà dans de nombreux jardins, dans de nombreux lieux, il y a cette volonté et cette découverte. Dans les thématiques développées, il faut, comme je l'indique ici, mettre en place tout un travail d'échange, de recherche sur l'histoire, la conception, les techniques horticoles et paysagères. Ça veut dire que les constats que j'ai pu faire sur d'autres jardins, l'expérience du parc oriental forcément m'y a conduit aussi, c'est que nous démarrons souvent dans les parcs historiques, ceux qui ont été créés il y a très longtemps, avec que des reliquats de jardins, voire des parcs qui n'existaient plus, qui ont été en friche ou en broussaillés, qui ont complètement disparu, qu'il va falloir retrouver. Ça a été le cas du parc oriental qui a été abandonné pendant plus de 40 ans et je peux vous dire, pour l'avoir vécu, c'était vraiment un tas de broussailles. Et il y a, je vais prendre un exemple actuel qui est le parc de Trévarez, donc qui est la propriété du conseil départemental du Finistère, où il y a eu à peu près dans la même période, à fin du 19e siècle, une partie de jardin japonais. Aujourd'hui, il n'y a vraiment plus rien. Il y a un reliquat, on voit une trace de ruisseau. Il y a quelques enrochements, mais il n'y a plus rien. C'est complètement dans les bois. Donc, Trévarez essaye de retrouver des documents de l'époque. C'est très difficile, compliqué. Et donc, on se trouve dans une problématique qui est la suivante.
Est-ce qu'on a une démarche de restauration pure et dure, c'est-à-dire retrouver exactement ce qu'a voulu faire le concepteur ou ce qu'a fait le concepteur, l'initiateur, et on refait entre guillemets à l'identique, ou est-ce qu'on travaille différemment? Donc là, c'est toute une problématique vraiment sur laquelle il faut s'attarder, puisque il y a trois façons de voir les choses. Il y a la façon, on va dire, très monument historique, si je puis m'exprimer ainsi. On va essayer, si on a des documents, des plans, d'avoir de manière précise et de savoir de manière précise ce qui a été fait, de refaire. Deuxième solution, ce qui a été employé à Molévrier, c'est ce que j'appelle, moi, non pas une restauration, mais une reconstitution d'ambiance d'un jardin d'inspiration japonaise. Et ça passe par des étapes de recherche, oui, mais aussi des étapes d'expertise aussi, de professeurs japonais, entre autres, pour arriver à définir quel est ou quel a été le principe de jardin qui a été, ou d'espace japonisant ou japonais qui a été imaginé sur tel lieu, et de quelle manière on peut reconstituer l'ambiance qui a été souhaitée par le concepteur. Ça a été le choix de Molévrier, ça sera sans doute le choix qui sera fait aussi à Trévarès. Et il y a d'autres lieux aussi en Europe où ça a été la même démarche. Et il y a une autre solution, alors je vais prendre le cas d'Albert Kahn, où là c'est complètement une réinterprétation, quelque chose complètement qui a été fait en 89, je crois, 88-89, 1988-1989, où un paysagiste japonais est réintervenu et a voulu représenter la vie d'Albert Kahn au travers de son jardin japonais, en conservant une petite partie ancienne, petite maison de thé et autres, mais c'est complètement une réinterprétation de l'espace sans reprendre exactement les tracés initiaux. C'est un choix. Je ne les oppose pas, les trois. Tout dépend les souhaits, les volontés des gestionnaires, des propriétaires de ces parcs. Les trois ont le mérite d'exister. Et pour moi, un parc, quel qu'il soit, il doit avoir une âme. Si cette âme est donnée par une restauration pure et dure, tant mieux. Si elle est donnée par un principe de reconstitution d'ambiance, tant mieux. Et si c'est une nouvelle interprétation et cette nouvelle interprétation a une âme, a une existence, une identité, tant mieux. Donc je n'oppose pas les options. Je trouve que chaque option a sa raison d'exister. C'est un choix au départ, après il faut la faire vivre. Donc ça c'était mon premier point par rapport au contexte, on va dire, historique de recherche et les souhaits qui peuvent être faits. Mais ça ne doit pas se suffire voilà, il faut continuer cette démarche-là. J'entends par là que c'est pas parce qu'on a défini la manière pour un jardin historique, mais même pour un jardin contemporain, pourquoi il était fait et comment on doit le refaire, mais il faut que le jardin lui-même et les personnes qui s'en occupent soient de manière régulière et permanente accompagnées. C'est-à-dire que pour chaque jardin existant, pour chaque projet, il faut absolument, une fois qu'on a défini ce qu'est le jardin, ce qu'il doit être, ce que j'appelle moi un plan de gestion, ça c'est le côté technique, horticole, vraiment, conceptuel, mais aussi un plan de valorisation pour qu'on assure la pérennité de ces jardins. Et là j'oppose, c'est pas le terme, mais il y a deux façons de voir les choses. Quand on est dans des jardins publics, la pérennité, on va dire, elle est assurée. Elle est assurée en général, on va dire. Et il y a un suivi, plutôt un bon suivi. Dans le cadre des jardins privés, les jardins privés sont faits souvent par des passionnés, mais ils en oublient la transmission. Et il faut assurer aussi la transmission. Pour assurer une bonne transmission, il faut une bonne connaissance, mais aussi il faut penser à de quelle manière on va transmettre. Je dirais que c'est presque le cas aussi dans certaines collectivités. Oula, il y a une marche. Et puis, il faut, pour tous les échanges sur le côté technique, horticole et paysagère, il faut que tous les professionnels qui interviennent sur ces jardins, je pense bien sûr aux jardiniers, mais pas seulement,
soit formés, sensibilisés aux étudiants à l'art et aux techniques des jardins japonais. Je pense bien sûr à la conception, aux principes de taille, les niwaki et d'autres systèmes, d'autres principes, aux enrochements, qui sont des techniques très développées au Japon et importantes dans nos aménagements paysagers, les fabriques, que ce soit les lanternes, les ponts, etc., les azumaya et bien d'autres. Et pour la mise en place de ces échanges, de ces formations, eh bien, ça passe forcément par des organisations de colloques, de séjours, d'ateliers et de cours techniques en Europe et au Japon. C'est l'objet, ou en tout cas, c'est les thématiques que l'on souhaite et que je souhaite développer dans le cadre de ce réseau. Comme je l'ai dit, les jardins japonais doivent être aussi des vitrines de l'art et la culture du Japon. Donc, ça passe par le fait de mettre en place des échanges culturels et d'avoir pour ça des partenaires au Japon et en Europe, par exemple, je pense aux ambassades, aux fondations du Japon, etc., qui pourraient et qui peuvent déjà aujourd'hui nous permettre d'accueillir dans ces lieux prédestinés des intervenants culturels, des conférenciers, des expositions, des universitaires, là encore pour que le public de passionnés ou le grand public puisse apprécier et découvrir l'art du jardin japonais, mais la culture large. Je prends le cas de plusieurs jardins qui font des ateliers d'origami, qui font de l'ikebana, où il y a des stages de bonsaï, il y a du kyudo, le tir à l'arc japonais, il y a différents arts martiaux, l'art des cerfs-volants, il y a beaucoup de choses qui se font déjà dans des lieux. Et donc, il faut qu'on les amplifie. Aussi, dans certains parcs, la possibilité de reprendre des fêtes traditionnelles au Japon, je pense en particulier à l'Anami avec les pique-niques sous les cerisiers, je pense à Momiji, tout ce qui est la chasse aux feuilles rouges à l'automne, par exemple. On doit, ce qui est vraiment important, c'est qui me tient vraiment à cœur, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques professeurs japonais, et je vois que c'est une démarche qui les intéresse aussi, c'est de rappeler et de développer toute la vocation pédagogique, éducative dans les jardins. Les jardins sont des lieux d'expression, des lieux d'échange, des lieux de partage, des lieux de transmission. Quoi de mieux en termes de transmission que d'avoir et de mettre en place des activités éducatives, pédagogiques pour tous les niveaux. On a pas mal d'expériences en Europe, dans différents types de jardins, pas seulement japonais. On a la chance à Molévrier d'en faire depuis de très longues années, depuis les années 88-90, où des animations aussi bien pour les maternelles, les primaires, les collèges, les écoles professionnelles peuvent se mettre en place, où on va à la fois vulgariser les choses, mais seulement éveiller, au sens noble du terme, les esprits. Et de ces animations éducatives, pédagogiques pour des scolaires, il y a possibilité de les faire aussi pour le grand public. Donc l'idée aussi, et l'objectif du réseau, va être de développer, bien sûr en Europe, ce genre d'activités, d'ateliers éducatifs, pédagogiques, mais aussi certains jardins au Japon seraient intéressés aussi pour se nourrir de notre expérience. Autre point, la valeur que nous avons, dans les constats que nous avons faits dans la manière de travailler demain pour les jardins japonais, certains jardins, pas tous, mais notamment ceux des collectivités, puisque les collectivités qui ont réalisé des jardins japonais grâce à leurs échanges ou leurs jumelages, se doivent de faire un retour vis-à-vis de leurs citoyens et de leurs habitants. Et donc, c'est souvent une ouverture au public et voire une valorisation touristique. Mais la difficulté, que ce soit privé ou public, derrière ce mot-là, tout le monde ne mesure pas les avantages et les inconvénients. Les privés comme les publics voudraient avoir le beurre et l'argent du beurre, excusez-moi l'expression. Mais forcément, quand on ouvre au public, il y a aussi des inconvénients. Il y a des jardins qui se prêtent à ce type de flux, d'autres moins. Et si on fait ce choix, c'est un choix qui se comprend parfaitement, c'est le choix que nous avons fait à Molévrier depuis très longtemps, ça nécessite d'accepter aussi les inconvénients
de cette ouverture au public. Et donc, ça s'organise, les gestions de flux, c'est aussi des démarches professionnelles, et ça veut dire c'est avec des échanges dans ce réseau, ça nous permettra, et ça permettra à certains sites de mieux gérer cette fréquentation et ce flux, de faire des choix. Et quand on fait des choix, hein, c'est un luxe quelque part, mais ça veut dire qu'on s'astreint et on se contraint à avoir une démarche professionnelle dans ces cas-là. Avoir et organiser des plans de gestion des parcs et jardins. Pourquoi? Parce que le milieu du jardin c'est un milieu vivant. On ne peut pas raisonner le jardin comme on raisonne sur un bâtiment. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai eu parfois des débats difficiles dans certains lieux monuments historiques où une vision pure et dure bâtiment ne peut pas se marier complètement avec la vision d'un jardin paysager, notamment d'un jardin japonais. C'est un milieu vivant, c'est-à-dire qu'en effet, il peut paraître figé parfois, mais il est loin de l'être. On doit toujours faire en sorte que le jardin soit en rapport avec son milieu, climat, terrain, ensoleillement, etc. Et le jardin évolue tout le temps. J'ai une formule de jardinier, mais qu'on peut retrouver dans différents pays, y compris au Japon. Pour moi, le jardin évolue avec le regard des jardiniers et le regard du jardinier ou des jardiniers évolue avec le jardin. Ça veut dire qu'il y a une âme dans le jardin, cette âme, elle est tenue, elle grandit avec les jardiniers. Et l'un n'est pas dissociable de l'autre. Ils sont interdépendants. Et donc, il est essentiel pour moi que, quel que soit le jardin, privé ou public, le noyau dur, si je puis exprimer ainsi, ce sont les jardiniers, ce sont ceux qui vont le faire vivre. C'est ceux qui vont respecter l'âme, l'esprit, parce qu'ils vivent à l'intérieur, ils vont avoir la charge. Et même s'il va y avoir des évolutions naturelles, parce que des arbres vont, malheureusement, dépérir, s'affaiblir ou disparaître, eh bien, on doit sentir que même une petite fougère à tel endroit, elle a sa place. Il n'y a pas de mauvaises herbes dans un jardin. Les adventistes, même quelques herbes, on peut les laisser pousser parce qu'elles respectent l'âme du lieu. Ça, c'est le jardinier qui doit le sentir. Donc, quand je parle de plan de gestion de parcs et jardins, ce n'est pas uniquement une démarche administrative. Vous sentez dans ma manière de m'exprimer, c'est une démarche de passion, de goût et d'esprit et de cœur, forcément. J'emploie volontairement le terme de développement durable, mais dans le sens premier, tel qu'il a été inscrit. C'est pour assurer la pérennité d'un lieu. Et les jardins, notamment, les jardins japonais aussi. Développement durable, je rappelle, c'est un triptyque, social, environnement, économie. Volontairement, je ne fais pas le distinguo entre les trois. Social, parce que le jardin et ceux qui s'en occupent s'inscrivent et doivent avoir une démarche ils doivent avoir leur propre éthique, leur propre morale. Une démarche environnementale, parce que ça veut dire qu'on doit respecter notre environnement. Donc forcément, à mon sens, dans les jardins japonais, le zéro pesticide est une évidence, mais ça doit se partager. Et économie, ça veut dire que si on ne réfléchit pas à l'économie du jardin lui-même, on perd une des valeurs de ce développement durable. Donc il faut aussi penser à son mode de gestion. Quand on définit son modèle de développement durable, quand il m'arrive d'intervenir dans différents lieux, dans différents sites, dans différents jardins, que ce soit public ou privé, je demande toujours et systématiquement, mais quels sont vos fondamentaux? Pourquoi il a été fait? Ou qu'est-ce qu'a voulu faire le concepteur? Ou qu'est-ce que veut faire le gestionnaire? C'est ce qui définit les fondamentaux. De ces fondamentaux, ça définit des objectifs. Quand on dit des objectifs, c'est savoir pourquoi on le fait, pour qui on le fait, comment on va le faire, avec quels moyens et avec qui. C'est tout ça en même temps. Et c'est dans cet ordre-là qu'on arrive au plan de gestion. C'est parce qu'on s'est posé ces questions-là, fondamentaux, objectifs et les moyens qui en découlent. C'est parce qu'on s'est posé ces questions, qu'on les a bien actées, que le gestionnaire les a bien compris, qu'on va pouvoir définir vraiment un plan de gestion des parcs et jardins. Et donc, vous voyez, tout ça se rattache à ce que j'appelle le développement durable dans les jardins.
Et puis, un des derniers points des thématiques développées, là aussi, on pourrait en parler longtemps, mais les échanges économiques avec le Japon. Quand je dis les jardins japonais doivent être des vitrines de la culture japonaise, dans la culture japonaise, il y a aussi son économie. Et on peut avoir des ponts, des liens entre l'économie japonaise, une partie de l'économie japonaise et une partie et des jardins japonais en Europe. Je vais donner un ou deux exemples. Il n'y a pas très longtemps, une société française s'est associée, de grainetier, hein, bien connu, s'est associée avec un semencier japonais. Ça peut avoir aussi des marges vers les potagers, par exemple, des légumes anciens, etc. Des jardins japonais ou japonisants peuvent permettre à ces sociétés qui ont du travail de recherche historique, végétale, etc., de faire un point sur leur innovation et leur démarche. C'est un exemple. Il pourrait y en avoir bien d'autres, bien sûr. Et puis, juste pour essayer de tenir le timing qui est important, le calendrier que nous nous fixons du réseau. D'abord, ce réseau, il commence à se constituer. Donc en 2019 officiellement, avec des membres qui sont des universitaires japonais, qui sont des universitaires français, européens et des professionnels. C'est un petit noyau pour le moment, simplement pour pouvoir lancer les choses. Nous envisageons, c'est plus qu'envisager, puisque une réunion en octobre prochain, le 6 octobre pour être précis, va permettre de rencontrer directement plusieurs propriétaires et gestionnaires de jardins japonais en Europe, publics ou privés, pour être le premier pas vers la constitution du réseau des jardins japonais en Europe. Et cette première manifestation, rencontre aura lieu à Molévrier le 6 octobre. Entre 2021 et 2022, donc, nous allons poursuivre l'inventaire des jardins japonais en Europe. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, 110 ouverts au public, à peu près un peu plus d'une centaine ouverts au public, de toutes les dimensions. Hein. Il y en a des très petits. Et on sait, on pense qu'il y en a un peu plus de 200, sans doute, entre 150 et 200 qui sont privés, mais privés, mais de grande qualité parfois, dans différents pays. Pas mal au Royaume-Uni, Allemagne, etc. On en trouve un Suisse. Je peux vous dire, j'ai trouvé des jardins japonais en Estonie, en Roumanie, etc., en Bulgarie. Donc, ça veut dire qu'un peu partout en Europe, il y a des jardins japonais ou japonisants. Nous avons l'ambition, avec des universitaires japonais, des professionnels japonais et européens, d'organiser un colloque, on pourrait appeler symposium sur l'art des jardins japonais en Europe. Ça sera au printemps ou à l'automne 2022. Nous avons eu un échange la semaine dernière à ce sujet avec quelques-uns. Donc, nous n'avons pas précisé la date encore. Donc, vous connaissez les conditions un peu particulières en ce moment pour des échanges internationaux. Donc, il faut qu'on ait un peu plus de lisibilité pour pouvoir organiser quelque chose dans de bonnes conditions. Et dans les années qui suivent, donc à partir de 2022 et régulièrement, des actions de formation, d'échanges de professionnels, d'organisation de séjours, d'ateliers, etc. Et pour conduire et mener à bien tout ce projet, on ne peut pas le faire tout seul dans son coin. D'abord, il faut être bien accompagné. On a la chance, et j'ai la chance particulièrement d'être accompagné par une japonaise, Yoko Mizuma, pour ne pas la citer, qui vit depuis très longtemps en France et qui peut faire des bons liens entre nous tous. Mais ça passe aussi par le soutien des ambassades du Japon en Europe. Donc, il se trouve que la semaine dernière, on a pu rencontrer une délégation de l'ambassade du Japon en France à Molévrier pour commencer à organiser, même si les contacts depuis 18 mois sont bien avancés, mais en tout cas poursuivre ce travail-là. Bien sûr, travailler avec des fondations du Japon, la Fondation du Japon en particulier, mais d'autres fondations ou entreprises japonaises, des universités japonaises,
pour n'en citer que deux, celle de Tokyo et de Chiba, on travaille et on collabore avec eux depuis un certain nombre d'années à Molévrier, avec notamment Makoto Suzuki, qui est professeur émérite à l'Université agricole de Tokyo, et Njiro Fuji, qui est professeur émérite à l'Université de Chiba, pour ne citer qu'eux, avec qui donc forcément, ils sont très motivés par l'organisation de ce réseau, sachant que Makoto Suzuki a créé un réseau et organisé un réseau des jardins japonais d'Amérique du Nord en 2018, donc c'est récent aussi, avec une vocation uniquement, mais ce qui est déjà beaucoup, technique, de conception, échange avec des paysagistes, etc. Ce qui intéresse dans l'organisation de ce réseau européen, ce qui intéresse les universitaires japonais, les institutions japonaises et bien sûr quelques collectivités françaises et autres, c'est le fait d'être multithématique, vous l'avez vu. On ne se limite pas et on ne limite pas le côté jardin japonais qu'avec le côté horticole, technique. On l'ouvre de manière large à la culture, à la pédagogie, à l'environnement, à l'économie, à la gestion et à la valorisation touristique, parce que c'est une palette qui est complète et qui est vraiment vécue par beaucoup de gestionnaires de jardins japonais en Europe. Voilà, je voulais faire une intervention d'une demi-heure, donc je crois que j'ai tenu le timing qu'on m'avait demandé. Je suis à votre disposition pour répondre à quelques questions, quelques interrogations, voilà, pendant une petite dizaine de minutes, pas plus, je crois. Je suis à votre écoute. Oui, merci beaucoup. Déjà, c'était vraiment très intéressant. Vous avez évoqué au début les archives à propos des reconstitutions ou des réinterprétations. Et je serais curieuse de savoir, comme archive, vous avez parlé de dessins ou de plans, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a aussi de la correspondance avec des Japonais qui seraient venus en France à un moment donné? Enfin, c'est quoi la nature de ces archives? C'est un peu tout, en effet. Il y a dans certains parcs ou jardins, il y a plus que des plans, des esquisses. Pas de plans pour être vraiment franc, enfin en tout cas pas à ma connaissance, ou trop peu. On s'appuie aussi sur des archives photographiques. Des photos d'époque, je citais, il y a eu des daguerreotypes, vous savez, les photos sur plaque de verre qu'on peut retrouver, qui donnent des débuts de définition de jardin. Il y a en effet des échanges. Alors, on sait qu'à l'époque du fin 19e, début 20e, il y a eu quand même beaucoup d'intellectuels français qui ont eu des échanges avec le Japon. Il y a des grandes familles aussi qui ont eu des jardiniers japonais. Je pense à la famille Kraft, qui avait un jardinier japonais. Il y a eu aussi des jardiniers japonais qui sont arrivés au moment des expositions universelles, celle de 1889 et celle de 1900. Donc, il y a eu et on peut retrouver. Mais la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui s'est perdu. Voilà. Alors, des fois, il y a des choses qui restent dans les familles, mais très peu. Moi, je vais prendre le cas que je connais le mieux, celui du parc de Molévrier, où on continue de retrouver des éléments. C'est-à-dire, vous voyez qu'on a commencé les recherches dans les années 80, donc il y a 40 ans. Et voilà, par petites bribes, on trouve des éléments, ce qui fait que c'est toujours très compliqué d'affirmer ce qu'a voulu faire un concepteur quand on n'a pas d'éléments précis de courrier, d'intention, de plan. C'est assez compliqué. Et ça donne lieu forcément à beaucoup d'interprétations. Et c'est très rassurant, mais ça c'est aussi dans notre culture française, je crois. Enfin, moi, je vais le dire comme je le ressens. On a vraiment toujours envie de mettre des choses dans des cadres et dans des tiroirs, en disant ça c'est ça, ça c'est pas ça. Et on aime se rassurer,
je le dis voilà, un peu des fois comme je le pense, on aime se rassurer en disant bon, allez, le concepteur a voulu faire ça, il l'a fait de telle manière pour faire telle chose, etc. Sauf que comme on n'a pas toujours les bonnes réponses, ou tout de suite des réponses claires, eh bien, on hésite à faire quelque chose, voire on ne fait rien. C'est encore plus grave. Donc, on a fait un choix et qui peut, qui peut être discutable à Molévrier. Mais on l'a fait. On l'a fait. On avait, à l'époque, on a commencé à faire quand on a commencé à défricher le parc, on avait très peu d'éléments. Si peu qu'il n'était même pas défini comme un parc japonais ou autre, ou japonisant. Il était défini comme arboretum avec des fabriques d'Extrême-Orient. D'accord ? Et c'est comme ça qu'il a été classé. On ne parlait pas de parc oriental, et encore moins de parc japonais. Le choix était de l'appeler parc oriental pour ne pas avoir un nom trop long. Parc romantique avec des fabriques d'Extrême-Orient, ça faisait un peu long. Donc il y a eu un choix de l'appeler parc oriental. Et c'est en 1987, 88 et septembre 87, quand des experts japonais des universités de Tokyo sont venus, parce que voilà, certains spécialistes français, je pense à Bernard Janel notamment, avaient reconnu dans le parc des signes comme quoi c'était une conception japonaise, en tout cas d'inspiration japonaise, et qu'on retrouvait des cartes postales de l'époque, du début du XXe siècle, où le terme de paysage japonais revenait plusieurs fois. Mais c'est tout ce qu'on avait. Donc c'est les professeurs japonais qui, en 87, ont reconnu à travers les broussailles et le dessin général du parc qu'on pouvait avoir affaire à un jardin d'inspiration japonaise. D'accord ? C'est cette expertise qui nous a permis d'acter un des fondamentaux du parc, c'est de dire ça doit être, et ce sera, un jardin d'inspiration japonaise de la période Edo, ce qu'on appelle un parc de promenade. On l'a travaillé dans cet esprit avec les professeurs japonais qui nous ont donné les grandes lignes. On a défini un programme, comme je l'appelle, de reconstitution d'ambiance d'un jardin d'inspiration japonaise de la période Edo. Vous voyez que je mets tout ça dans cet ordre-là. C'est le choix que nous avons fait avec un programme d'aménagement sur 20 ans. D'accord ? De plantation, de défrichage, d'éclaircie, etc. Donc, on a fait un choix qui n'est pas celle de dire, et on ne dit pas d'ailleurs, qu'on a refait de manière précise le jardin qu'avait voulu faire Alexandre Marcel en 1900. Non. Il est beaucoup plus japonais, pour être très franc, il est beaucoup plus japonais aujourd'hui qu'à l'époque d'Alexandre Marcel. D'abord parce que ces jardiniers ne savaient pas travailler à la japonaise, si je puis employer ce terme-là, sur les tailles, sur le reste aussi. Et puis parce qu'on a développé on a rendu plus lisible la conception japonaise d'origine du parc. Mais je suis loin d'être certain qu'Alexandre Marcel avait imaginé le parc tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un choix. Et donc à un moment donné, il y a des choix à faire. Quand on a la possibilité et qu'on a la chance d'avoir des archives précises, actées, vérifiées, oui, là on a un devoir de respecter et ce qui correspond à tout ce qui a été fait à l'époque. Quand on n'a pas ça, à part pour les fabriques, si je prends dans le cas du parc, toutes les fabriques, on avait des photos, donc là on a pu refaire à l'identique, mais le reste, l'aménagement paysager, non. C'est quelque chose, c'est une reconstitution d'ambiance. Voilà, c'est pas une restauration. C'est pour ça que, pour moi, les mots ont de l'importance. Donc là, et ce travail de recherche, on travaille avec les archives départementales, avec la direction des sites. Ça, je pense que les uns et les autres, vous connaissez toutes ces structures-là qui, on retrouve dans des archives municipales des documents, puisqu'il y a eu des travaux parfois, notamment de création de cours d'eau, de réserves, de barrages. On retrouve, il y a des demandes qui devaient être faites. Comme on est à la fin du 19e, début 20e, déjà, il y avait des règles à respecter au niveau du cadastre. Donc on retrouve des éléments qui sont constitutifs de la création du jardin. Donc ils peuvent nous permettre de voir comment le jardin, cette partie-là, a souhaité être aménagée quand on est dans le domaine public-privé. Quand on est vraiment privé-privé, là, on a très peu d'éléments. Si la famille n'en a pas gardé, très difficile.
Moi, enfin, peut-être que vous en avez parlé avant que j'arrive. Je voudrais savoir la différence entre jardin japonais et japonisant. Alors, je dis bien, j'évite d'être plus puriste que les Japonais eux-mêmes, parce que je ne le suis pas. Et j'ai pas assez. Je ne me définis pas comme un spécialiste des jardins japonais, même si forcément j'en connais un peu. Mais pour moi, un jardin japonais n'existe qu'au Japon. Je suis un peu caricatural quand je le dis comme ça, mais un vrai jardin japonais, il est au Japon. Forcément, même si on a des jardins, et je vais reprendre l'exemple d'Asselt, qui a été fait par des Japonais, mais et qui est vraiment, voilà, dans son jus japonais, si je peux m'exprimer ainsi, qui est pas trop kitsch, comme d'autres, comme je peux voir à Monaco ou autre. Ça reste un jardin japonais en Europe, et pour moi, c'est plus un jardin japonisant encore. Volontairement, je le dis comme ça, parce que c'est mon sentiment. Alors, bien sûr, il y a des jardins qui sont plus japonais, parce qu'ils ont été dessinés par des Japonais, ils ont été faits avec telle ambiance. Je pourrais citer Asselt, mais je pourrais en citer d'autres. Mais voilà, ceux-là sont, à mon sens, japonais, dans l'esprit du grand public. Et puis, il y a des jardins japonisants, inspirés d'eux. On va voir une partie à Courance, par exemple. Le parc de Molévrier, pour moi, est plus un jardin japonisant, dans le sens où il est d'inspiration japonaise. Mais dans ce jardin, on va trouver des éléments qui viennent de l'exposition de 1900, des éléments cambodgiens qu'on ne trouvera jamais dans un jardin japonais. Donc voilà, pour moi, la nuance, est, si on veut vraiment être puriste, si les spécialistes pourraient l'être, eh bien, soit on fait des jardins qui sont des copier-coller exacts de ce qui existe au Japon, et là, on peut dire qu'ils sont jardins japonais, soit on fait faire par un spécialiste des jardins japonais et japonais, et là, on a un jardin japonais et on l'entretient comme tel. Tout autre travail, réalisation faite par des Européens, historiques ou contemporains, ce sont des jardins japonisants à mon sens. Mais je suis un peu arbitraire, mais c'est un peu pour être provocateur. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Nous sommes obligés du coup d'arrêter la séance pour accueillir vous. Merci à vous.